Préfet Jasper, vous voulez prendre la parole ou je commence la table ronde immédiatement? Monsieur le Président, c'est vous qui l'animez, donc vous la commencez. On est tous ici à votre écoute à la préfecture de Marseille, très heureux de voir le Canada présent et bien entendu aussi la Flandre présente. Monsieur le Président, on vous écoute. Merci pour cette chance qui m'est donnée, pour ce plaisir de partager cette table ronde de fin de journée, d'une journée qui a été très riche, avec plusieurs événements. Alors, je ne vais pas faire la synthèse que je ferai tout à l'heure à 8h30 maintenant, mais pour signaler quand même la qualité des interventions qu'il y a eu jusqu'à présent, et qu'on va probablement, j'en suis certain, retrouver maintenant avec un plateau très, très riche pour cette table ronde que je vais introduire très, très rapidement pour laisser justement une belle part à l'ensemble des intervenants. Donc, c'est important pour nous, quand on a pensé à l'organisation du colloque, de finir par un regard international, qui vient après d'ailleurs la table ronde sur l'Afrique. Là, on a un regard croisé entre une vue européenne, présentée par le préfet Jaspers d'une part, et par monsieur, ça y est, chaque fois j'oublie le nom, excusez-moi, Dirk de Nuit, qui nous vient de Belgique. Un regard croisé avec l'Amérique du Nord, deux regards canadiens avec toute une richesse, et donc une complémentarité avec les points qu'on a probablement vus tout au long de la journée. Donc, on va garder l'ordre qui était prévu avec l'ensemble des intervenants qui sont présents, même si dans certains cas, nous verrons une vidéo qu'ils ont préparée. On va commencer donc très rapidement avec une présentation d'une dizaine de minutes avec Elissa Strom, qui est directrice de la stratégie pan-canadienne en ce qui concerne l'IA au CIFAR. Et elle nous fera donc un aperçu de la stratégie pan-canadienne d'IA. Ensuite, Marc-Antoine Diac, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et qui est membre du CIFAR également, présentera les partenariats mondiaux autour de l'IA, donc tout ce qui est régulation autour de l'intelligence artificielle. Suivra ensuite Dirk de Nuit, là on revient en Europe, qui nous présentera l'IA sous des aspects plus focalisés sur son industrialisation. Et enfin, nous passerons la parole au préfet Jean-Martin Jaspers, qui nous parlera encore une fois, donc pour prolonger le discours précédent, sur les IA Factories et la vision d'avenir du FIAM, le forum du jour. Donc, sans autre forme de procès, de façon à ne pas spoiler la parole, à laisser la place aux présentations et ensuite aux présentations, je laisse la parole à Madame Elissa Strom, qui commence donc l'après-midi et qui nous fait le plaisir de sa présence, en visio, bien évidemment, sachant qu'elle est en Amérique du Nord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elissa Strom. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui au Forum international de l'IA du Marseille en présence de nombreux amis et partenaires. Comme vous avez pu le remarquer, le français n'est pas ma langue maternelle, donc je vais continuer en anglais. Hello, everyone. I'm Elissa Strom. I'm the Executive Director of the Pan-Canadian AI Strategy at CIFAR. It's a pleasure to be here with you today to share some of the work that my colleagues and I have been doing over the last 4 years to advance the Pan-Canadian AI Strategy. In Canada, we're incredibly fortunate that 3 of the leading pioneers in developing and advancing the fundamental research of artificial intelligence, particularly machine learning, have chosen to call Canada home. And these are Richard Sutton at the University of Alberta, Yoshua Bengio at the University of Montreal, and Jeff Hinton at the University of Toronto. These 3 gentlemen are some of the world's leading researchers in AI and have been working in the field for a very long time. Over the course of many years, they've been able to train dozens of graduate students and attract colleagues from around the world to join their institutions. And because of them, our 3 primary universities, the University of Alberta, University of Montreal, and University of Toronto, have been able to build up very, very strong research clusters of expertise in machine learning. And so in 2017, Canada was one of the first countries in the world to announce a national AI strategy. And we really wanted to build on that strong foundation of fundamental research and training in AI. And so we focused our strategy on building up very rich ecosystems in those 3 centers and on building a very deep pool of talented individuals with AI skills and expertise.
Our pillar has 4 strategies. First and foremost, we wanted to establish new centers of excellence for AI research and innovation, new not-for-profit research centers in the 3 cities. So we have AMI in Alberta, Mila in Montreal, and the Vector Institute in Toronto. And these centers now have, over the last 4 years, really evolved as the dynamic hubs, the centers of their respective AI ecosystems. They are the place where academics come together with researchers from the private sector. We have intersection with government policymakers, with venture capitalists, with innovators and entrepreneurs. They are the place where the research and innovation community really comes together to collaborate and advance AI research, training, and innovation. They each sort of respond to their own respective regional ecosystems. So in Alberta, for instance, they partner with the oil and gas sector because that's a major focus of the economy. In Montreal, we have a very high concentration of the technology companies. And in Toronto, for instance, we have the head offices of all 5 of our big national banks. And so each of the AI institutes partners with their local ecosystem and helps to drive forward AI research and innovation. The second pillar is really talent, and our primary focus here is a program called the Canada CFAR AI Chairs Program. In this program so far, we have named 109 faculty members as Canada CFAR AI Chairs. These are some of the top researchers in the world, and we use the program to retain researchers in Canada, but also to recruit new researchers to come to Canada. Through the program, they get 5 years of dedicated research funding, and we've built a very rich community of expertise and provided additional supports and resources and opportunities for them to collaborate with each other. Many of these CCAI chairs are cross-appointed in industry, so some spend half their time at a university and the other half at a technology lab, for instance. About 30% of our chairs have expertise in AI for health, so that's a major strategic focus for Canada. And about 20% of the chairs identify as women. We have a national program of activities. These are conferences, training programs, workshops, research grants to bring researchers and trainees together across the country. At CFAR, we partner with many different organizations across the country to deliver AI training program to students everywhere from high school all the way up to postdoctoral fellows. And we have a real focus in our training programs on ensuring that we are providing opportunities for participation for people who identify as members of underrepresented groups in AI. So we really want to advance equity, diversity, and inclusion in AI. Our fourth pillar is AI in society. So not only did we want to focus on advancing AI research and innovation and the fundamental science of AI, but we also wanted to further understand the societal implications of AI. And so we've been working with partners around the world, particularly in France and the UK, to run a series of programs. We have policy labs for policymakers across Canada. We've had a series of AI in society workshops looking at the legal, social, ethical, economic implications of AI. And we have a new program that we're just starting, which is actually about deployment of AI in a very responsible way in particular targeted areas. So the first solution network that we'll name very shortly is actually focused on responsible AI in low and middle income countries. Overall, in Canada, we have a very strong culture of responsible AI. So our federal government has been working extensively to support the development of AI policies, both in Canada and, of course, internationally. Many of you will know of the Montreal Declaration for Responsible AI. Well, the movement and the culture that really drives that really actually permeates all of our AI ecosystem across the country. So we have AI policies in our government about the development and deployment of AI. We have new privacy legislation that is before our House of Commons. And we have a new recent activity on public engagement in AI called the Open Dialogue AI in Canada. Much of that work is led by my colleague, Marc-Antoine Delac, who is actually speaking right after me. Internationally, we work with partners around the world to advance our understanding of AI policy.
You'll remember that Canada and France were the countries that came together to announce the concept behind the Global Partnership on AI, and we're very excited to see how that is really emerging as a multinational organization. I've been really privileged to participate in the OECD AI policy programs, and we continue to work with partners in the US and in Europe to think about the opportunities for collaboration around AI policy. So over 4 years in the Pan-Canadian AI strategy, we've seen significant growth in Canada's AI ecosystem and a real impact of the work that we're doing. So beyond the chairs at our AI institutes, we've trained hundreds of graduate students in AI. We've been attracting talent from all around the world. We've seen very significant increases in multinational investment in AI in Canada. It's probably more than 50 now. New AI R&D labs have been set up by the private sector in Canada, and we've seen 50% growth in foreign investment in ICT in Canada over the last few years. Tech jobs are growing significantly in all three of our centers. Our AI startup ecosystem is really, really vibrant and rich across the country, and we've seen significant increases in venture capital funding over the last few years. So just at the end of April, the federal government announced a renewal and expansion of the Pan-Canadian AI strategy for another 5 years. We're really excited now to go beyond our focus on building up the ecosystems and developing the talent and really looking at where AI can bring positive benefits to society. So we'll be focusing on AI for health, AI for energy and the environment, advancing equity, diversity, and inclusion in AI, and in partnership with the AI institutes and companies across the country, really focusing on AI innovation and adoption. I see many opportunities for collaboration between France and Canada. Many collaborations already exist. We have such a rich history, collaboration, and friendship between our two countries. There are many collaborations that I know of between researchers in Canada and their counterparts in France. We have the international policy collaborations that I've already spoken about. And just yesterday, in fact, CNRS and my organization, CFAR, announced a new partnership to come together to work on various different aspects of research, but particularly also to work together and continue to work together on AI and society. Over the immediate year or so, I think there will be new opportunities for research collaborations between Canada and France. A Canadian organization named MITAX has been working to bring French and Canadian leaders and researchers together to understand some strategic priorities for cooperation, and we'll be bringing those to our funding agencies to ask them to support them. And we have many opportunities in Canada for researchers from France to collaborate, or for students from France to participate in our training programs. So I do invite everyone to sign up for our newsletter to learn more about what we're doing, and please follow the cfar.ca/AI website to learn more about the Pan-Canadian AI strategy. So with that very brief overview, I want to thank the Government of Canada for their continued support of the Pan-Canadian AI strategy, and partners in our provincial governments. The Province of Ontario, Province of Quebec, and Province of Alberta have all been very generous investors in their respective AI ecosystems. We have some partners in the private sector, and of course, other governments and agencies around the world. Thank you very much, and have a wonderful forum. I think my final thoughts and remarks there were to describe, I think I had a slide in between the two that you saw, describing the very close partnership and opportunities for collaboration between Canada and France. This is where I see that we actually have many of our activities that are very closely aligned, many existing collaborations actually between researchers in Canada and France, and many opportunities in the future to strengthen those partnerships and collaborations. I've been doing some work with an agency in Canada called MITAX that has been bringing researchers in AI and other topics together across the Atlantic. So roundtables between
Canadian researchers and their counterparts in France and also in the UK. And we've been exploring opportunities for collaboration in new priority areas for Canada, in particular AI for health, AI for energy and the environment. And another area that we're really interested in Canada is advancing equity, diversity, and inclusion in AI. CFAR just announced last week a renewal of our partnership with CNRS, and we have a long-standing collaboration and partnership, and we look forward to working more closely with CNRS on our AI in society activities and other research collaboration activities. So I think that was the final remarks that were cut off in the video, and I'll pass it back over to you, Serge, and the other speakers. Thank you. Avec le micro, c'est mieux si je le remets. Merci pour toutes vos précisions et pour les opportunités que vous avez évoquées. J'en doute pas que nous aurons de nombreux points sur lesquels on pourra revenir lorsque le temps de la discussion sera venu. On va passer directement la parole à Marc-Antoine Dillac, qui nous fait encore l'honneur d'être présent et de représenter le Canada en cette fin de journée en France, mais en fin de matinée pour le Canada, à la suite duquel nous aurons l'intervention de Dirk de Neut. Marc-Antoine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci aussi de prononcer correctement Dillac, c'est pas souvent. Voilà, merci Serge pour cette introduction. Alors, je vais vous présenter quelques réflexions sur la genèse de ce mouvement autour de l'IA responsable, et puis en venir au rôle du Canada dans la sensibilisation à l'IA responsable, et donc présenter rapidement cette structure nouvelle qui s'appelle JPI. Donc, l'essor des nouvelles technologies de l'IA, et notamment avec le machine learning, l'apprentissage profond, a stimulé ces dernières années une réflexion très importante sur les mauvais usages potentiels de ces technologies. Et on assiste depuis 2016-2017 à une prolifération de textes d'orientation éthique pour encadrer l'IA. Les chercheuses et les chercheurs en IA, par exemple, ont développé une sensibilité aux usages militaires de leurs recherches, et je le mentionne parce que c'est l'une des grandes déclarations en éthique de l'IA, sous les auspices donc, de l'Institut The Future of Life en Californie, ces chercheurs ont proposé en 2017 une charte éthique à destination des scientifiques afin de prévenir le double usage de leurs recherches. Donc, ce sont les principes d'Asilomar. Alors, dans ce foisonnement de textes normatifs, on compte assez peu de propositions de régulation juridique contraignantes de l'IA, mais on trouve de nombreuses lignes directrices, des chartes, des déclarations sur le déploiement de l'IA. Alors, pourquoi cet intérêt pour l'éthique de l'IA? Moi qui enseigne la philosophie morale et la théorie politique depuis quelques années, j'avoue que c'est un mouvement qui m'a surpris. Il y a des raisons en fait de principe, des préoccupations qu'on peut appeler déontologiques. Tout simplement, le développement et l'utilisation de l'IA peuvent violer les droits fondamentaux des personnes en diffusant par exemple de fausses informations, en traquant les minorités ou en surveillant la population, et je passe les différents cas d'usage que vous connaissez. Puis il y a des raisons d'ordre conséquentialiste. Une mauvaise utilisation de l'IA, eh bien, ça fragilise la confiance de la population envers les institutions publiques qui déploient des systèmes d'IA ou qui financent leur développement. Et puis, cela augmente également les risques, ce qu'on appelle les risques réputationnels pour les entreprises. Et donc, les institutions publiques et les compagnies privées ont bien compris que l'économie de l'IA et l'innovation dépend en partie de la confiance des utilisateurs dans ces nouvelles technologies et également dans les infrastructures de gouvernance de ces nouvelles technologies. Alors, quel est le rôle qu'a joué et que joue encore le Canada dans la sensibilisation à ces enjeux et à la réflexion, et dans la réflexion en fait sur l'IA responsable? C'est ce que je vais essayer de présenter maintenant. Je ne reviens pas sur l'excellente présentation d'Elissa Strom
sur la stratégie pan-canadienne, et certaines choses vont recouper son intervention. Mais je voudrais m'arrêter sur 4 initiatives canadiennes et québécoises qui ont promu un encadrement de l'intelligence artificielle. Alors, la première initiative d'envergure, Elissa l'a mentionné, elle vient du monde de la recherche, avec l'élaboration de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle en 2017-2018. Cette déclaration est issue d'un processus de consultation ouvert aux parties prenantes et aux citoyens que l'Université de Montréal, avec les fonds de recherche du Québec et CIFAR, ont organisé en 2018. Plus de 500 personnes ont participé à son élaboration et ont participé en fait à des ateliers de délibération. À l'époque, c'était encore en personne et non en ligne. Et puis, des tables rondes d'experts ont été organisées à Paris et à Bruxelles avec des représentants de la CNIL, du CNUM pour la France et des représentants de la Commission européenne, la DG Connect, le département de la justice, la DG de la justice et des médias. La Déclaration de Montréal est aujourd'hui considérée comme l'un des documents en éthique de l'IA les plus complets et le processus d'élaboration a fait des émules. J'indique brièvement que ce processus de consultation a été adopté par l'UNESCO pour l'une de ses consultations sur la recommandation en éthique de l'IA, sur laquelle je reviendrai à la fin de cette présentation. La deuxième initiative dans le sillage de la Déclaration de Montréal a été d'établir un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, l'OBVIA, qui est dirigé à l'Université Laval et qui est financé par les fonds de recherche du Québec et le ministère de l'Économie. L'observatoire repose sur un réseau interuniversitaire et compte 300 chercheurs au Québec et dans le monde, dont beaucoup en France. L'OBVIA a d'ailleurs un partenariat avec une université voisine de Aix-Marseille, un peu plus à l'est. Donc, voilà, des liens très étroits avec l'écosystème français de la recherche en IA. Et puis, l'Observatoire a ce mandat de contribuer à l'élaboration des politiques publiques au Québec et il travaille également à l'élaboration d'outils d'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle qui ouvrent la voie, par exemple, à une certification. La troisième initiative, Elissa en a parlé, il s'agit de la consultation pan-canadienne du gouvernement du Canada. Je rappelle que le Canada est un pays-continent et qu'il n'est pas toujours facile de consulter avec l'ensemble de la population. Cette initiative est une initiative forte du gouvernement du Canada, soutenue par CIFAR, qui entre dans la stratégie pan-canadienne de CIFAR. Et cette consultation avait pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de l'IA responsable et d'identifier les espoirs, les craintes, mais aussi tout simplement les attentes des Canadiennes et des Canadiens par rapport au déploiement de l'IA, notamment dans les services publics. Plus de 1600 personnes ont participé à cette consultation et ce qui la rend unique, c'est que plus de 450 personnes ont participé aux ateliers de délibération en ligne, ce qui n'a pas été, vous pouvez me croire, une mince affaire à organiser en temps de pandémie. Alors, cette culture canadienne de la concertation et l'entente franco-canadienne constitue l'environnement favorable à la quatrième initiative, celle de GPI, the Global Partnership on AI, PMIA, le partenariat mondial de l'IA en français. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont réfléchi dès le début de l'année 2018 à une organisation mondiale de l'IA et cette organisation a été conçue d'emblée de manière bilatérale avec la France. Je rappelle qu'au G7 à Charlevoix, donc au Canada, au Québec, en juin 2018, le président Macron et le Premier ministre Trudeau ont posé les bases de cette organisation qui a réuni dans un premier temps les pays du G7 et qui s'est ouverte à d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Mexique, la Corée et d'autres. Alors, je laisse de côté la genèse assez compliquée de cette organisation pour vous présenter son fonctionnement actuel. GPI repose sur 3 structures. Il y a d'abord un secrétariat de l'organisation à l'OCDE qui fait le lien avec le réseau d'experts de l'OCDE sur l'IA, One AI, et leur observatoire.
Comme l'a rappelé Elissa, CIFAR travaille justement de manière étroite avec l'OCDE sur ces dossiers et Elissa comme moi faisons partie de ce réseau d'experts. Ensuite, il y a 2 centres d'expertise, l'un à Montréal, l'autre à Paris, qui comptent 4 groupes d'experts. L'utilisation de l'IA responsable, c'est un premier groupe, la gouvernance des données, l'avenir du travail et l'innovation et la commercialisation. Alors, ça s'est éteint, oui, alors voilà, j'ai rétabli la caméra. Et je vais essayer d'être bref parce que je pense que j'ai déjà un peu épuisé mon temps. Donc, je rappelle les 4 groupes de travail, c'est quand même important. Donc, l'utilisation responsable de l'IA, la gouvernance des données, l'avenir du travail qui est basé à Paris et l'innovation et la commercialisation qui est également, groupe de travail qui est également basé à Paris. Alors, JPI a sa propre déclaration de principe qui est alliée de toute façon avec la déclaration de l'OCDE, adopté par les membres de l'OCDE, mais aussi les pays du G20. Mais l'idée de JPI repose sur, disons, l'initiative repose sur une idée qui est pragmatique. Il s'agit de passer des principes directeurs de l'IA responsable à des projets concrets, des projets collaboratifs qui favorisent l'adoption de l'IA pour promouvoir à la fois les droits fondamentaux, les droits humains, et réaliser les objectifs de développement durable de l'ONU. Dans sa première année de fonctionnement, JPI a accompli un travail d'abord de repérage des domaines où l'IA peut être utilisée pour le bien commun. Dans cette année de travail, JPI a fait une première évaluation des projets pertinents dans ces domaines. Dans la deuxième année, les groupes d'experts ont élaboré les projets d'études qui seront menés de manière structurelle par l'organisation et qui permettront notamment d'établir les bonnes pratiques en matière de développement de l'IA. Alors voilà comment, sans faire de régulation directement, sans établir des normes internationales pour le développement de l'IA, JPI contribue à l'encadrement de l'IA et appuie son impact social bénéfique. Je finis par quelques remarques sur le contexte international. Les travaux de JPI, comme la stratégie d'ailleurs canadienne de l'IA, doivent être situés dans un environnement international qui a vu apparaître un grand nombre d'initiatives de régulation de l'IA. Je voudrais simplement mentionner 4 d'entre elles et je serai vraiment très bref. Tout d'abord, l'OCDE, je ne reviens pas sur le lien avec JPI, mais l'OCDE développe une triple approche avec une classification des systèmes d'intelligence artificielle, une grille d'analyse des critères éthiques de l'IA responsable et puis un répertoire des politiques publiques de l'IA. Il y a aussi l'UNESCO qui, depuis 1 an, travaille sur un instrument normatif, une recommandation en éthique de l'IA. Et en juin prochain, les négociations intergouvernementales prendront fin et nous aurons enfin la version finale du texte de la recommandation. Et puis, les 2 grandes initiatives européennes, c'est celle de la Commission européenne qui a rendu public ce mois-ci son projet de règlement sur l'IA, avec la création notamment d'un comité de contrôle des 27, et le Conseil de l'Europe qui travaille sur une proposition de convention de l'utilisation de l'intelligence artificielle compatible avec le respect des droits humains, des principes de la démocratie et de l'état de droit. Le Conseil de l'Europe a déjà publié une étude de faisabilité et a mis en place une consultation dont on aura les résultats fin juin. Ces 2 derniers instruments de régulation, je les mentionne parce que ce sont donc des instruments européens, mais ce sont les seuls instruments qui ont le potentiel d'être hautement contraignants et on ne pourra pas ignorer ce type de régulation à l'avenir dans le secteur de l'intelligence artificielle. Voilà, je vous remercie. Merci sincèrement Marc-Antoine pour la qualité de votre exposé, sa précision, qui, comme l'exposé précédent d'Elissa, a pris l'IA dans sa globalité, sur ses aspects techniques, sur son passé, son présent, et surtout a dressé les bases d'un certain nombre de développements futurs, en montrant que vous avez su avoir une approche systémique. C'est ce qui est remarquable dans vos 2 exposés, systémique de l'IA, sur ce qu'elle était, ce qu'elle permettait, les innovations portées par l'IA et les conséquences de l'IA, conséquences sur lesquelles nous devons être bien évidemment très vigilants. En tout cas, merci pour vos 2 exposés.
Alors, s'il n'y a pas de rupture, il y en a encore 2 d'exposés. Mais on fait un petit retour en Europe maintenant. Un retour très zoomesque. On n'est pas sur Zoom aujourd'hui, mais on passe du continent américain à l'Europe en l'espace d'une seconde grâce au logiciel distanciel. Bonjour, et tout d'abord un grand merci à l'organisation de m'avoir invité sur votre conférence cet après-midi. Je m'appelle Dirk de Nutte, je suis le cofondateur et président chez Degrane. Degrane est une société belge spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous développons des solutions et des applications IA pour l'industrie. Nous combinons plus que 10 ans d'expérience dans le domaine de IA avec une expérience industrielle de plus de 30 ans dans les domaines de l'asset management et fiabilité des installations industrielles. Aujourd'hui, je partagerai avec vous 3 cas vécus et implémentés par Degrane qui démontrent, j'espère, la valeur de l'application IA. Notre premier cas concerne un défi au niveau de l'optimalisation de l'ordonnancement de production de verre. Cette mission se déroule chez un fabricant français qui produit des bouteilles de luxe en verre de toutes formes et de toutes couleurs, comme il y a par exemple des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin ou des flacons de parfum. Ils ont des sites de fabrication en France, la Belgique, Mexique et Arabie Saoudite. D'abord, pour mieux comprendre le contexte, sachez que le site de production consiste de 8 fours avec une capacité de 200 tonnes de production de verre par jour. Ce verre est distribué par des lignes d'alimentation et ceci vers 8 à 8 sous-lignes sur lesquelles sont produites les bouteilles en verre. Alors le défi posé, c'est l'ordonnancement des lignes de production dans laquelle, tout d'abord, la liste des lots à produire est planifiée de telle manière que la capacité maximale de 200 tonnes par jour soit pleinement utilisée. Voici quelques de nos contraintes rencontrées. Il faut tout d'abord tenir compte avec les demandes variables du marché, puis il y a l'état et la disponibilité technique des machines et le fait que tous les lots ne peuvent pas être produits sur toutes les lignes. Ensuite, il faut également tenir compte avec l'ordre dans lequel les lots doivent être produits. Aussi, avec la disponibilité limitée des moules qui sont très chers et sont parfois échangés entre les usines. Et en plus, il y a l'impact de la disponibilité technique et logistique des lignes de production. En plus, les temps de changement et la présence de certains opérateurs pour effectuer certains changements doivent être inclus. En bref, un puzzle gigantesque et complexe à résoudre. Jusqu'à récemment, ce travail de l'ordonnancement prenait 2 à 3 semaines, effectué par une équipe de 7 planificateurs, et ceci pour planifier la production pour le mois qui suit. Maintenant, grâce à la technologie, cette planification est améliorée et optimalisée automatiquement, et ceci dans un délai de quelques minutes à quelques heures au lieu des semaines. Quel est maintenant l'impact clair de notre solution? D'abord, il y a une plus grande efficacité par validation du planning automatiquement proposé, moins de temps consacré à la collecte manuelle d'informations pour pouvoir établir un planning, un ajustement de planification en temps réel et interactif en cas de calamité, offre commerciale ou prix qui changent, inattendus, des commandes urgentes et ou inattendues. L'outil intègre la connaissance et l'expertise des planificateurs, potentiel de simulation en temps réel, de sorte qu'on a un meilleur aperçu sur l'impact de différents scénarios d'ordonnancement et une capacité et flexibilité à adapter l'outil à l'évolution des techniques de production. Un deuxième cas que je vous présente démontrera comment l'intelligence artificielle puisse aider à améliorer la performance d'une ligne de production de tôle en acier. Cet exemple se déroule chez un fabricant d'acier en Suède, un peu comparable à ArcelorMittal en France. Ils ont des sites de production en Suède, Finlande et aux États-Unis, avec une capacité de production d'acier d'environ 9 millions de tonnes. Le défi là était augmenter la productivité et la performance des sites de production. Tout d'abord, et ensemble avec le client, nous avons défini un cas très spécifique dans le domaine d'efficacité où nous avons finalement choisi de résoudre un problème de qualité qui impacte en direct et la productivité et la sécurité de l'homme. Imaginez-vous comme suite. Il y a le laminoir à bande à chaud où il y a des blocs d'acier épais qui sont transformés en tôle d'acier fine qui sont alors bobinés à la fin du processus. Dans le cas où la tôle d'acier n'est pas bien positionnée pour entrer dans le stade de bobinage, l'opérateur peut manuellement corriger cela en réglant l'inclinaison de cette tôle. Aujourd'hui, cette inclinaison est mesurée au début, au milieu et à la fin de la plaque d'acier. Mais cela ne donne pas une image tout à fait correcte du vrai inclinaison sur toute la plaque. Et en plus, le réglage par l'opérateur est une manœuvre très arbitraire basée sur l'expérience de l'homme seul. Alors, dans certains des cas, il arrive qu'à cause d'une mauvaise inclinaison, la tôle d'acier se déforme et forme des galets pendant le bobinage. Il est clair, les conséquences sont énormes. Il y a tout d'abord une perte de qualité et perte de vendette bobine, mais pire que cela,
l'arrêt de l'usine car la déformation de la tôle bloque l'installation de bobinage. Dans ce cas, l'effet d'un arrêt imprévu de ce genre dure de quelques heures à même quelques jours. Il est clair que les pertes financières sont énormes dans ce cas-là. Mais au-delà, il y a un risque encore plus grave et le risque de blessure ou même accident mortel. Car les plaques d'acier produites en amont s'approchent et seront bouchées à la hauteur de bobineuse de sorte qu'il y a une pression énorme à cause de l'acier qui se cumule et finalement l'acier est dispersé de tous les côtés et ceci avec une vitesse mortelle. Pour résoudre ce problème, nous avons tout d'abord analysé toutes les données Big Data disponibles. Et non seulement les données des tôles d'acier et l'équipement, mais aussi les données contextuelles en amont et en aval qui pourraient avoir un impact sur ce phénomène, comme il y a par exemple les dimensions des plaques d'acier qui sont un indicateur clé pour le risque de déformation pendant le bobinage, l'ordre de production des plaques d'acier qui ont un effet sur la qualité de production, en plus positionnement des plaques dans le four, voire la distribution thermique, l'impact des forces des rouleaux sur les plaques d'acier. Un obstacle à surmonter était en plus que les données des plaques d'acier produites précédemment sont nécessaires pour mieux comprendre ce qui se passe dans le processus en amont. Il fallait donc tout d'abord en faire sorte que ces data étaient disponibles en temps réel. Puis, nous avons su développer une application basée sur IA qui alerte l'opérateur lorsqu'il y a un risque élevé de déformation de la tôle et de formation des galets pendant le bobinage. D'un coup, l'opérateur puisse agir proactivement et régler l'inclinaison comme avisé par l'algorithme pour éviter que ce phénomène se manifeste. On pourrait bien sûr aussi automatiser cette manœuvre. L'impact de l'implémentation de l'application basée sur IA était tout d'abord réduction des temps d'arrêt de production de 5%, 9% de réduction du taux de rebut bobine pavée, moins de travaux de maintenance grâce à des interventions proactives. L'opérateur en plus puisse consacrer maintenant plus d'attention aux plaques d'acier qui potentiellement posent un problème réel et, comme l'opérateur sait donner son retour d'info au système, l'expertise de l'homme de l'opérateur est progressivement captée dans notre application. Et finalement, notre troisième et dernier cas se déroule chez un client belge qui conçoit et construit des aérocondenseurs, ceci pour des centrales thermiques partout dans le monde. Dans ce cas, nous démontrerons l'effet sur l'optimalisation de processus et comment, grâce à IA, nous pouvons prédire la quantité d'énergie qui puisse être distribuée sur le réseau. Et ceci, tout en optimalisant la performance d'unités de condensation par air. Tout d'abord, à comprendre est que le refroidissement du cycle à vapeur est nécessaire pour créer une vide, une sous-pression à la sortie de la turbine. Cette sous-pression détermine la quantité d'électricité produite et affecte donc directement le rendement net de la centrale. Apprécions qu'aujourd'hui les centrales thermiques doivent faire preuve d'une grande flexibilité opérationnelle et ils ajustent leur production toutes les 15 voire même toutes les 5 minutes, ceci mené par un système d'équilibrage des marchés d'énergie. Un équilibre qui est géré en fonction des variations de la production d'énergie renouvelable, éolienne et solaire et de la demande du marché. Donc, la disponibilité et la fiabilité des aérocondenseurs ainsi que la performance de refroidissement sont très importantes pour cette flexibilité opérationnelle. Il faut tout d'abord comprendre quels sont les phénomènes qui ont un impact majeur sur la performance et le refroidissement des aérocondenseurs. Et ces phénomènes ne peuvent pas toujours être résolus par les modèles thermophysiques, car ces modèles, ils ont aussi leurs limites. Et voilà, c'est là que l'analyse avancée par IA, basée sur des big data, comprenant toute data contextuelle, permet de comprendre l'impact sur la performance de refroidissement causé par ces phénomènes comme il y a, tout d'abord, par exemple, la pollution à cause des pollens, l'humidité, ou par exemple comme la vitesse et la direction du vent, ou aussi des températures ambiantes supérieures à une certaine température comme ici, ambiante de 25 degrés. Avantages obtenus grâce à l'application IA sont clairement l'élimination des temps d'arrêt imprévus, prévision de la production électrique 48 heures en avant qui finalement permet à notre client de vendre la performance de refroidissement au lieu de vendre une installation, en plus d'augmenter le rendement net de la centrale électrique, éviter à tout moment une indisponibilité totale ou partielle de l'installation de refroidissement, des meilleurs alignements opérationnels pour l'opérateur en fonction des variations de la production d'énergie renouvelable,
et des aperçus pour apporter des ajustements à la conception aérocondenseur. Et finalement, pour conclure, quels sont maintenant les vrais avantages de l'intelligence artificielle dans notre industrie? Mais tout d'abord, on a compris que l'industrie a accès à des volumes énormes de data. IA nous permet d'analyser ces grands volumes de data et nous donne une compréhension profonde et aide à accélérer la prise de décision. En plus, IA nous aide à prédire et prévoir la disponibilité de nos installations, nous permet de mieux s'organiser, de mieux planifier et d'agir proactivement en termes de production, maintenance et processus industriels. IA nous permet de modeler des prédictions en prenant en compte des paramètres multiples, des paramètres variés et indéfinis. Mais plus que tout cela, on a bien senti et on est conscient que notre monde change à une vitesse inouïe exponentielle. Nous vivons parfois les vraies limitations de la globalisation qui sont parfois très paradoxales. En plus, notre industrie évolue d'une industrie de production de masse vers une industrie très personnalisée qui exige donc des productions fort agiles, créatives et flexibles. Et c'est exactement là que IA puisse être un outil et un levier fort qui nous permet de mieux se positionner vis-à-vis de nos concurrents en Europe. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons devant les portes d'une véritable renaissance 2.0, où l'impact humain, technologique, socio-économique change simultanément, et ceci sur une échelle mondiale. En bref, nous devons en Europe absolument retrouver notre avantage concurrentiel et renforcer notre position de fabricant supérieur à l'échelle mondiale. Ramenons certaines productions vers l'Europe. IA est un levier pour réaliser cette but. Mais soyons surtout conscients qu'une bonne technologie IA n'est pas une technologie qu'on doit nécessairement comprendre, mais c'est une technologie que nous pouvons utiliser intuitivement et qui unissent l'homme et sa technologie pour le bien-être de tous. Merci pour votre attention. Monsieur le préfet Jaspers, vous voulez prendre la parole pour faire la quatrième et ultime intervention avant qu'on passe au temps des questions de la quatrième et dernière intervention de cette table ronde? Merci, Monsieur le Président. D'abord, je remercie très chaleureusement le Canada d'être aussi bien représenté et nos amis flamands qui accompagnent Aix-Marseille Université et notre forum aujourd'hui. Quelques mots pour demander à la technique de faire apparaître un PowerPoint. Voilà, ça c'est le deuxième ou le troisième slide. Donc, on va essayer de remonter vers le premier si c'est possible. Sinon, je commente celui-ci. Voilà. Donc, je vais vous parler des IA Factory et puis quelques mots sur la vision d'avenir qui est bien entendu en phase avec le GPAI qui a été parfaitement présenté avec une stratégie internationale et avec l'exposé remarquable de M. Denut sur un volet industriel. Le slide suivant. Donc, un mot simplement pour rappeler où nous sommes. Donc, en France, notre stratégie nationale de l'IA, c'est 2018. On a eu la chance d'avoir Cédric Villani en direct avec nous. Cette stratégie est très, très orientée sur la recherche. Et c'est normal. Il faut d'abord inventer avant d'industrialiser. Les universités sont en amont. Et si on ne forme pas les personnes, on ne peut pas industrialiser. Simplement, nous sommes dans une nouvelle décennie. Et on sent qu'il y a à la fois un besoin d'une accélération de l'IA, et bien entendu, dans ce qu'engage notre président de la République avec M. Trudeau et une quinzaine de chefs d'État dans le monde, dans ce GPAI, c'est aussi de pousser plus loin une vision de l'industrialisation en Europe, mais aussi, bien entendu, dans tous les pays partenaires de cette industrialisation. Slide suivant. Je voudrais donc insister sur NOAA, qui est un exemple d'industrialisation au ministère de l'Intérieur. C'est un chatbot qui a été inventé il y a quelques années. Donc, les chatbots ont vraiment commencé à arriver au ministère de l'Intérieur il y a 5 ans. C'était très expérimentaux. Avec la station F, qui est le plus grand incubateur d'entreprises au monde, qui est à Paris, donc, et qui dépend pour une partie du suivi de l'étape de la préfecture de région Île-de-France. On avait des demandes avec 1000 startups qui nous posaient des questions sur les aides aux entreprises, comment soutenir les chefs d'entreprise. Vous imaginez, sur place, on a une équipe d'une 20aine de fonctionnaires, comment on répond en continu à
1000 chefs d'entreprise qui vivent dans cet incubateur et qui sont tous en train de demander d'abord des informations réglementaires, mais aussi des informations sur les aides d'État, les aides des collectivités locales, le fonctionnement du capital risque. Eh bien, cette équipe a réalisé de manière industrielle, avec l'appui d'une PME française, un chatbot qui a aujourd'hui 3 années d'existence. Il a commencé avec 200 questions, aujourd'hui à 600 questions. Quelques mots sur le niveau d'investissement. Quand on consolide ce qu'on a donné à la société privée en appui et les dépenses internes, on est autour de 400 000 € de valeur de ce chatbot. Donc, c'est plutôt un chatbot industriel qu'un chatbot familial ou expérimental. Très apprécié ce chatbot, et aujourd'hui, il se rapproche très fortement du ministère de l'économie et des finances. Un élément complémentaire pour insister sur une chose dont nous sommes ici convaincus, c'est que les usines digitales peuvent se développer partout sur le territoire où se situe la fibre optique. On est dans quelque chose qui rejoint exactement ce que disait M. Denut tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une réinvention de l'industrie qui se prépare. Cette révolution de l'industrie, c'est celle des données. Dans l'Union européenne, on va passer de 5 millions d'emplois qui étaient dans la data, dans les données, dans l'intelligence artificielle en 2020, à près de 10 millions donc en 2025. Ça montre cette explosion de ce sujet des data science et l'importance, bien entendu, de tous réfléchir à ce phénomène. Vous avez 2 logos qui apparaissent, celui de la direction du numérique du ministère de l'Intérieur et puis celle de la direction du numérique des services de sécurité qui s'appelle STSI Carré. Ce sont des services qui possèdent des data labs qui sont eux aussi devant ce choc de l'industrialisation et qui ont notamment d'énormes demandes dans le speech to text et dans tout ce qui concerne le traitement automatisé du langage. Vous avez aussi donc une vision avec notre ingénieur en chef qui est ici à mes côtés, avec Madame Cadet qui a organisé ce forum avec nous, responsable de la communication, et puis Cindy Alou qui est également dans notre équipe ici dans l'organisation. Eh bien, il vous salue avec non pas du speech to text, mais avec la reconnaissance biométrique. C'est un domaine dans lequel beaucoup de choses sont à inventer et on doit aussi passer à de la production de masse qui exige la construction de nouvelles usines. Nous avons un point complémentaire pour vous présenter une information qui sera bien entendu disponible sur le site internet avec les 10 principaux cas d'usage qu'on identifie sur le traitement automatisé du langage dans une organisation publique qui est le ministère de l'Intérieur. Vous voyez beaucoup de choses que vous connaissez déjà, la recherche intelligente, tout le monde l'utilise sur ses smartphones, la traduction multilingue en temps réel. On a encore quelques difficultés pour notre propre FIAM, mais on va pouvoir, dans les années qui viennent, je pense, interfacer des systèmes de traduction. Les chatbots, je vous en ai parlé. Je vais aussi travailler sur la question de la lutte contre la désinformation, la lutte contre les fake news. Bien entendu, l'analyse du contenu textuel et toutes les analyses vocales sont très, très importantes. Et ce sont des métiers complexes. Chacun est un métier en soi. Chacun peut justifier une ligne de production. Et bien entendu, dans chaque territoire, il faut maîtriser toutes ces nouvelles technologies et pas uniquement, bien entendu, laisser inventer les nouveaux systèmes ou les productions par des partenaires externes à nos pays. Un petit mot pour parler en première dans ce forum sur la réflexion sur une usine digitale. On réfléchit à des usines digitales qui puissent à la fois renforcer les capacités de ce qu'on a inventé depuis 2015, ce sont les data labs, d'assurer bien entendu de nouveaux partenariats avec des entreprises. On a entendu dans la journée l'importance des accords de consortium. Aujourd'hui, il faut s'unir avec les universités, s'unir avec les collectivités locales, s'unir avec les entreprises, s'unir bien entendu avec les centres de recherche et avec les administrations qui ont des capacités et des besoins. Quelle taille commencent ces entités? Ils commencent plutôt à une 50aine de collaborateurs avec des doctorants, des ingénieurs, mais aussi d'autres métiers qu'on peut vous présenter. On est ici dans une préfecture. Pour l'instant, les préfectures n'ont pas en France d'usine de fabrication. On a commencé les applications, mais tout est encore un peu orienté vers la recherche, vers les POC, les Proof of Concept.
et dans la décennie qui vient, il va falloir changer d'échelle. Ces débats, bien entendu, sont en cours. Aucune décision n'est prise à ce stade et nous sommes dans une réflexion où, avec des ingénieurs et avec des partenaires, nous travaillons à la réflexion des usines d'intelligence artificielle. Pour ça, on est parfois soutenu parmi les meilleurs cabinets du secteur privé. Là, je vous offre une présentation qui nous a été faite par Capgemini, qui regarde ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. On voit à peu près que dans ces usines, vous avez une tour de contrôle qui lance un peu le suivi des projets et qui impulse. La question de l'éthique et du juridique est fondamentale, avec là aussi une complexité juridique croissante. Il faut des experts de conduite du changement pour pousser la transformation. Et la partie créativité et design qu'on a abordé avec Madame Cécile Calais aujourd'hui dans l'exposé sur l'art et l'intelligence artificielle est en soi important. Il ne suffit pas simplement que ça marche, que ça calcule bien. Il faut aussi que ce soit beau, aimé par les collaborateurs qui travaillent avec ces outils et rapidement aussi compréhensible. Donc, ça nécessite un design particulier, des solutions avec des architectes qui travaillent sur ces questions-là. À l'intérieur même des lignes de production, on voit qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Bien entendu, les informaticiens vont retrouver leurs data engineers, les responsables du développement, les scrum masters, mais on va se rendre compte que par segment de l'intelligence artificielle, il y a de la place pour des usines. Et dans les usines généralistes, il va falloir des personnes qui rentrent en interface avec des usines spécialisées sur l'intelligence artificielle. Je vous propose d'aller très vite sur les repères un peu financiers. Ça n'est pas du jour au lendemain, ça prend un processus d'au moins une année à faire les démarrages, ensuite 1 ou 2 ans avant d'arriver à une usine opérationnelle. Et vous voyez que les investissements se situent plutôt entre 5 et 20 millions d'euros, ce qui donne à peu près une idée des ordres de grandeur de l'investissement nécessaire pour une IA Factory. Je souhaite citer un des plus beaux exemples qui existent en France, parce que c'est un exemple européen, Skywise. Ce n'est pas à Marseille, c'est à Toulouse. C'est 500 personnes qui travaillent dans cette usine d'intelligence artificielle. Ils travaillent bien entendu pour l'aérien, inventer l'avion du futur, améliorer la vie des passagers, améliorer les capacités des pilotes, faciliter la maintenance. Et c'est pour nous un des exemples très inspirants dans le secteur public. Je souhaite conclure en indiquant que tout ça ne peut se construire qu'avec les universités qui préparent les jeunes qui vont travailler dans ces usines, avec les lycées d'enseignement professionnel, et bien entendu avec les écoles d'ingénieurs. Nous sommes aussi dans une pleine réflexion sur la place des data stewards dans tout ça. Qui prépare les données? Est-ce que pour préparer des données, il faut un bac plus 5? Est-ce qu'il faut un niveau doctorat? On arrive à la conclusion qu'un bac ou un bac plus 2 peut parfaitement être dans une situation extrêmement opérationnelle. Et donc ça va ouvrir la place pour beaucoup de nouveaux métiers, des métiers qui, pour l'instant, n'existent pas encore dans l'administration, que nous devons inventer, qui commencent à être présents, mais que nous devons développer. Je quitte maintenant cet exposé sur les IA Factory pour aborder, sous le contrôle, bien entendu, de nos amis d'Aix-Marseille Université et de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a aidés à construire ce premier FIAM. Quelques axes pour l'avenir. D'abord, je crois qu'on a une journée extrêmement riche, plus de 450 inscrits, des ateliers qui ont fonctionné même ce soir. On est encore une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine avec l'ensemble des personnes qui sont ici dans ce salon de la préfecture. Et nous avons pu réunir tout le monde avec 25 experts. Et donc, Marseille est devenu un carrefour de rencontres internationales sur l'intelligence artificielle avec des entreprises, des universités, des administrations d'État et des collectivités locales. C'est l'axe qu'on souhaite poursuivre en lien avec Aix-Marseille Université. On est avec un outil de réflexion stratégique. Là aussi, on termine sur les entreprises, puisque les entreprises signifient l'emploi. Personne ne sait encore à quelle vitesse ces entreprises de l'intelligence artificielle vont se construire, quel est leur nombre, quelle sera leur taille optimale et dans quelle catégorie elles se développent. On les voit arriver. Elles ressembleront à la fois aux SS2I, qui sont sociétés de services dans le développement de l'informatique,
qui sont développés à partir des années 60 en France. Et à la fois, je pense que ce sera totalement nouveau, beaucoup plus international, avec des lignes de production mixtes et avec beaucoup de télétravail. Il y a un dernier point, c'est bien entendu, on souhaite dans Sofiam être un vecteur de formation des cadres dirigeants du secteur public, du secteur privé, du secteur des universités, et d'être ouvert aux experts. Aujourd'hui, nous avons eu 25 experts de haut niveau qui ont travaillé ensemble, d'être ouvert aux étudiants. Je remercie à tous ceux qui y ont participé, et notamment aussi à Madame Cindy Alou, qui est ici dans cette équipe, qui est un des Sherpas qui a travaillé sur ces projets. Dans l'année, je pense qu'il y a de la place pour une centaine d'ateliers, après ces 25 premiers ateliers dans ce forum. Sur quel thème on les oriente? Ce sera un choix avec les partenaires, avec bien entendu les vice-présidents de l'Université d'Aix-Marseille qui nous accompagnent, le président de cette université, M. Éric Berton, avec les services de l'État et tous les partenaires qui voudront nous rejoindre. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour des ateliers sur des sociétés privées qui viennent présenter une partie des technologies construites. Il y a beaucoup d'actions aussi pour que des éducateurs, des formateurs puissent s'exprimer. On a eu la chance d'avoir dans cette journée une partie artistique importante. Je crois que l'intelligence artificielle va libérer la créativité, va modifier l'industrie comme Dirk Denuth nous l'a présenté, va créer de nouvelles opportunités, et ayant toujours en tête aussi que certains de ces ateliers peuvent être directement spécialisés sur ces thématiques. On a la bénédiction de Cédric Vivani. Je remercie tous ceux qui ont contribué à sa venue, notamment donc Madame Calais et Jérôme Loss de l'Université d'Aix-Marseille, ainsi que Françoise Digna-Georges qui a animé cet atelier. On a le soutien d'un certain nombre de pays et la présence du Canada nous aide. On a le soutien de Singapour, là aussi la présence de l'ambassadeur et de leur instance centrale de pilotage de l'intelligence artificielle montre cette forte liaison avec le GPAI que nous souhaitons et qui est conforme à ce que souhaite notre République. Donc nous sommes bien partis et je donne le mot de la fin, bien entendu, à Aix-Marseille Université et au président Serge Amibil qui nous a tellement bien organisé ces dernières tables rondes. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. On est à l'écoute des derniers mots. Merci, Monsieur le Préfet Jaspers. Alors, avant de commencer à faire la synthèse de la journée, j'aimerais donner la parole au public s'il y a des remarques sur les trois interventions de grande qualité et extrêmement complémentaires. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'apparemment, tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis de micro. Donc, j'aimerais insister sur la complémentarité, en commençant par la fin. Monsieur Dirk Denuth nous a vraiment présenté de façon très pragmatique les applications, des exemples très concrets, très clairs, ce que pouvait amener l'IA, et de façon globale, là aussi. C'est vraiment aussi un trait que j'ai reconnu, un trait commun aux trois interventions, en prenant en compte, bien sûr, des gains de productivité et la sécurité des opérateurs, ce qui, effectivement, n'est pas une dimension anecdotique, loin s'en faut. Ce qui permet aussi de retisser la confiance avec les usagers. Et ça, j'ai particulièrement apprécié le côté pragmatique et argumenté de votre exposé, votre vidéo, pour être précis. Ensuite, j'aimerais revenir sur les deux interventions qui viennent effectivement du Canada et qui étaient pour moi de grande qualité également, qui ont démontré toute l'approche nord-américaine avec toute la finesse canadienne sur la globalité de l'IA, ce que c'est, ce que ça a été, comment la trajectoire a pu se construire, les enjeux qui ont été identifiés dans un premier temps et les perspectives auxquelles vous adressez aujourd'hui. Et ça, je pense, c'est une marque de fabrique. J'ai une partie de ma famille qui est canadienne et que je reconnais donc dans vos discours, une marque de fabrique qui est la coopération, la volonté de s'ouvrir à des partenariats. Et dans vos deux discours, Marc-Antoine et Lisa, le mot coopération était extrêmement présent, ouverture, et ça, c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'il y a beaucoup à dire, car sur l'IA, je ne vais pas être trop long, je vous rassure, hein, sur l'IA, les enjeux sont colossaux, mais les investissements qu'il faut effectuer le sont également. Et c'est vrai que l'ouverture que vous faites, le mot-clé qui apparaît dans vos discours, coopération, était également dans celui de Dirk, est un mot extrêmement important, puisque c'est une façon, et il n'y en a pas 36, d'arriver à développer une stratégie intelligente, pertinente,
pour assumer les conséquences, les enjeux et atteindre ses objectifs quant à l'IA. Alors, si je dois faire très brièvement, c'est la fin de journée, j'ai peur de voir le nombre d'auditeurs décliner très rapidement. La synthèse de la journée, je noterai plusieurs points. Je noterai l'IA est partout. C'est simpliste de le dire, mais la plupart des secteurs d'activité qui nous entourent ont été cités aujourd'hui. On parle de la protection des données. La table ronde sur l'Afrique a été extrêmement précise. Il y a des témoignages très précis sur la sécurité avec le colonel Ouattara et la protection des données. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, l'IA concerne le secteur de l'armement, de la sécurité, je viens d'en parler. Ça concerne le secteur des transports. Ce matin, nous avons eu une très belle exposé sur la façon à laquelle les transports doivent être gérés et le fameux cas de la voiture, qui on protège lorsqu'une voiture s'apprête à traverser. Et on s'est aperçu avec l'exposé qu'on a eu ce matin que selon les cultures, on n'est pas forcément amené à prendre les mêmes décisions. Certains pays, la France par exemple, pourraient privilégier les jeunes personnes, la mère, le fameux exemple de la mère qui traverse avec un landau. D'autres pays seraient tentés de privilégier les personnes âgées avec une autre façon de voir. Je n'ai pas dit qu'il y avait une bonne ou une mauvaise solution. En tout cas, le débat existe. Donc l'IA est partout. Je m'arrêterai sur ce point-là ici. Après, ce que j'ai noté aussi dans l'exposé de Cédric Villani, qui était extrêmement intéressant, c'est la place des interactions entre l'IA et l'humain. Et je relirai cet exposé-là avec une phrase clé qui a été prononcée ce matin par un professeur associé à Aix-Marseille Université, qui est le DPO adjoint de l'université. Il a dit, il faut savoir aussi peut-être, à un moment donné, débrancher l'IA. Et ça, c'est peut-être inscrire dès le départ dans le concept, de façon à garder le contrôle aussi avec un certain niveau de lucidité. Ça, c'est extrêmement important. Ce que j'ai noté aussi, je vous rassure, je n'ai pas oublié que je devais être rapide, et bref, dans mon exposé, c'est l'histoire de l'IA depuis maintenant près de 70 ans avec les conférences fondatrices en Amérique du Nord, notamment avec Alan Nowell et Herbert Alexander Simon dès les années 50, la fameuse conférence Portsmouth, où je crois que je me trompe de ville peut-être. Et surtout, le passé d'AMU, ça j'aimerais vraiment le souligner, pas seulement parce que je suis vice-président d'Aix-Marseille Université en charge numérique, mais aussi parce que dans mes jeunes années, j'ai un vague diplôme d'ingénieur en informatique et que je n'ai pas été toujours un très bon ami du prologue qui a été inventé par le professeur Kohlmeier de notre université. Mais il faut rendre hommage à ce passé-là et auprès de 50 ans de passé commun entre AMU, Aix-Marseille Université, et l'IA. Donc ça, c'est un point important et on a vu que, et j'espère qu'on en a vu qu'il y avait un potentiel, je finis ma phrase, important sur AMU en termes d'intelligence artificielle, probablement en relation avec d'autres universités qui sont, comme l'a dit Marc-Antoine, à l'est d'Aix-Marseille Université. Je crois que vous désignez une université qui est vraiment à l'est de la région, à l'extrême est, qui est au bord de l'eau aussi. Je vois à peu près de quelle université vous devez parler, mais on coopère beaucoup avec eux en ce moment. Moustapha Olatine, qui est en ligne et qui est le VP délégué sur l'intelligence artificielle, justement, et les infrastructures, pour vous dire que le data center et donc l'IA, on mène tout cela en ce moment avec Nice Côte d'Azur, pour ne pas les citer, et les autres universités régionales aussi. Donc, il y a un gros potentiel sur Aix-Marseille Université, et j'apprécierais beaucoup que ce que vous avez dit, pour finir mon intervention, Elissa et Marc-Antoine, en parlant beaucoup de coopération, d'ouverture, qui montre bien, aujourd'hui, où nous en sommes, un potentiel extraordinaire en France, en Europe, avec l'intervention de Dirk Nenut, et en même temps, je crois que c'est un intervenant qui a cité ce matin ce que représente le budget de la recherche dans les universités en France sur l'IA, c'est peut-être un mois de R&D chez une seule des entreprises des GAFAM. Donc, je pense que la coopération doit être regardée également à l'aune de cet indicateur-là, qui évidemment ne représente pas tout, mais qui en revanche donne quand même une perspective sur le chemin qui reste à parcourir. Les enjeux sont énormes, les perspectives sont gigantesques. Il y a à la fois une double phase de Janus, on a parlé ce matin sur la cybersécurité. L'IA nous offre tellement de solutions pour gérer la cybersécurité.
Et l'IA nous offre aussi tellement de pièges pour nous faire abuser lorsqu'on gère la sécurité. C'est mon cas, hein, d'un système d'information avec 80 000 étudiants de côté, 10 000 usagers. Et ça a été évoqué, ce sera le mot de la fin pour moi, ce matin, ça a été évoqué, et avec une superbe insensibilité de la plupart des usagers à la cybersécurité et une méconnaissance de la cybersécurité et de l'IA. Et je crois que Cédric Villani a fini son discours là-dessus, je ferai de même. La première chose à faire aujourd'hui, c'est de former les jeunes qui sont les décideurs de demain, les jeunes qui nous arrivent à l'université, mais peut-être même aussi en se disant qu'on est en 2021 et qu'aujourd'hui, une personne qui arrive à l'université, qui a 18 ans, chez nous, ou 21 ans, si elle vient faire un master, a déjà au moins 5 à 6 ans d'habitude, d'usage et d'acculturation aux réseaux sociaux, au numérique. Et si on ne prend pas le problème beaucoup plus en amont, je crois que même, il me semble que c'est Cédric Villani qui a cité, ou un autre intervenant, le cours préparatoire, alors, ça a remonté à cet âge-là, 6 ans. En tout cas, si on ne prend pas le problème bien en amont, on va avoir beaucoup de mal à rattraper aujourd'hui les choses de l'université. Quand on a un jeune qui arrive, qui a 20 ans, qui a déjà 10 ans, 8 ans d'habitude sur les technologies d'information, et donc assez familier, un certain nombre de problèmes. Et je pense que les bonnes habitudes se prennent tôt, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. La richesse humaine, plutôt que de parler de relations humaines, de ressources humaines, richesse humaine, c'est aussi une pièce importante de l'intelligence artificielle. Et je pense que sur AMU, on a tout à fait conscience de ce débat-là. Et c'est bien de cette perspective que le FIAM s'est construit. C'est ainsi que je l'achèverai, à moins que le préfet Jasper ait un dernier mot pour finir le colloque. En tout cas, pour ce qui me concerne, je remercie profondément, sincèrement, tous les intervenants de la journée, en particulier ceux de cette dernière table ronde. Avec vous tous, l'IA pour tous pour l'IA. Ce seront les derniers mots de ce FIAM. Et encore merci à Aix-Marseille Université, au Canada, à nos amis belges et à tous ceux qui sont intervenus dans ce premier forum international de l'intelligence artificielle de Marseille. Merci beaucoup.